la fabrication des institutions et de mise en place. Pensez à l'agriculture en France, par exemple. Et enfin, aussi, c'est la question des valeurs qui sont omniprésentes dans la manière dont les acteurs construisent leurs intérêts et les défendent autour du changement ou de la reproduction des institutions et les relations de pouvoir. Alors, je dois souligner, pardon, je suis allé trop vite, souligner que généralement, mon entrée en matière, c'est une entrée méso, c'est-à-dire j'aborde le rapport entre l'économie et la politique à l'échelle des industries, avec le pari que via cette entrée en matière, on arrive à éliminer à la fois le micro et le macro, mais évidemment, quand je dis cela, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des analyses du micro, c'est-à-dire à l'échelle de la firme, par exemple, ou du macro. Il faut absolument faire ce type d'analyse. Mais tout ce que je dis, c'est qu'à partir du méso, on peut contribuer aussi à des débats qui concernent ces deux échelles-là. Alors, précisons que pour moi, l'industrie, c'est une définition de chercheur. C'est un construit analytique qui vise à dépasser le concept de secteur ou de filière, les dépasser en y incluant tous les acteurs qui potentiellement affectent les institutions et les relations du pouvoir dans l'industrie. Donc, pour moi, par exemple, les bureaucrates, éventuellement les ministres spécialisés, font partie de l'industrie. L'industrie n'est absolument pas la réserve des entreprises. C'est important, je vais revenir sur ça, mais pour moi, c'est le point de départ, un peu l'hypothèse un peu de base. Donc, pour le dire autrement, effectivement, avec mon collègue Bernard Julien du Greta, on a essayé vraiment de proposer cette manière-là de prendre, d'investir le méso via ces industries. Et j'irai un pas plus loin. Pour nous, les industries, analytiquement, n'ont pas de frontières nationales ni européennes. Mais bien entendu, les industries sont clairement affectées par les frontières nationales et européennes. Donc, une nuance là qui est plus qu'une nuance en fait. Donc, le but du jeu, c'est effectivement d'aborder des industries en saisissant l'imbrication entre l'activité économique, le système productif, si vous voulez, et sa régulation. Donc, tout ce qui concerne ces institutions et ces relations de pouvoir. Donc, c'est une approche, pour le dire autrement, à la fois structuraliste et constructiviste. Structuraliste dans le sens qu'on s'intéresse aux institutions et aux relations de pouvoir, et constructiviste dans le sens qu'on considère que tout n'est pas déterminé à l'avance, loin s'en faut, qu'il y a des acteurs qui travaillent constamment pour changer à la fois les institutions et les relations de pouvoir. Souvent, ils n'y arrivent pas, mais ils continuent à y travailler. C'est là où j'ai formulé le concept de travail politique pour travailler sur cela. Je reviendrai dessus. Donc, juste pour revenir sur la définition d'une industrie, et là, je vraiment veux plutôt balancer ce schéma, quitte à revenir dessus si vous êtes intéressé, mais en gros, pour nous, une industrie, bien sûr, chaque industrie est différente. Bien sûr, l'industrie de la défense est très différente de l'industrie agroalimentaire. Mais mine de rien, dans chaque industrie, on va toujours trouver 4 grappes d'institutions qui concernent les questions de finance, de l'emploi, du sourcing, de la production et de la commercialisation. Ce qui est important, c'est de considérer que pour toutes ces institutions, il y a un travail à la fois économique et politique qui se fait constamment. Donc, le schéma, ou cette entrée en matière sur des industries fournit d'abord une manière de rentrer dans une industrie en tant que chercheur pour
cartographier les institutions et les relations de pouvoir qui la structurent. Mais ensuite, évidemment, il faut aller plus loin pour essayer de comprendre quelles sont les institutions qui sont les plus puissantes, quelles sont les relations de pouvoir qui font que, par exemple, le rapport institué finance a tendance à dominer les autres rapports, etc. Donc, effectivement, disons autrement, ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est d'arriver à des descriptions denses des institutions qui structurent une industrie, d'identifier éventuellement leurs évolutions, et puis pointer effectivement des phénomènes de contagion entre les différents rapports institués, c'est-à-dire entre finance, emploi, typiquement. Voilà. Et puis, bien entendu, il n'y a pas que des industries dans la vie économique et politique. Il y a aussi des espaces et puis des régimes institutionnels trans-industrie, comme la politique de la concurrence, la politique de commerce extérieur. Donc, on s'intéresse aussi à comment chaque industrie s'articule avec ces régimes institutionnalisés transversaux. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ça aujourd'hui, mais en travaillant notamment avec Antoine Roger, on s'est dit que c'est aussi une approche qui peut utilement se croiser avec une analyse en termes de champ, pour comprendre les relations, mieux comprendre les relations de pouvoir. En gros, vous connaissez tous le concept de champ de Bourdieu, mais tel qu'on l'a réapproprié dans nos travaux, notamment sur le vin, sur l'industrie du vin. On a surtout ciblé la production de connaissances sur la relation de pouvoir dans 3 champs en particulier. Le champ économique, évidemment un champ vaste au sein duquel le vin, par exemple, n'est qu'un segment de ce champ. Le champ bureaucratique, je pense que ça s'explique lui-même, et le champ scientifique. Et à chaque fois, un peu la proposition qui a été faite, c'était de considérer que bien sûr ces acteurs s'intéressent à ce qui se passe dans d'autres champs, mais le cœur de métier, ce qui domine leur activité politique et enfin en relation avec l'économie en tout cas, c'est plutôt comment ils se positionnent dans leur champ. Je reviendrai sur ce point. Mais c'est pour montrer qu'on s'intéresse autant à ces aspects relationnels, positionnels si on veut, qu'à des relations, à des questions d'évolution institutionnelle. Alors, effectivement, vous le savez, un champ, c'est un espace positionnel. Et bon, je reviens au concept de travail politique. C'est un concept qui a été vraiment conçu pour essayer de saisir les mobilisations qui changent ou reproduisent les institutions et les relations de pouvoir. Et on ne fait pas ça dans l'air. On considère qu'à nouveau, il y a des phénomènes récurrents, qui sont la construction de problèmes publics et la formulation d'instruments régulateurs. Et donc, à chaque fois qu'on va sur une industrie, ce qui nous intéresse, c'est qui sont les acteurs qui cherchent à faire évoluer ou à reproduire les institutions et les relations de pouvoir en travaillant sur le cadrage des problèmes publics. Par exemple, le problème du commerce international dans l'industrie vitivinicole, par exemple, et la formulation d'instruments régulateurs, par exemple la formation du droit à l'échelle de l'OMC. Et on s'intéresse aux problèmes et aux instruments, mais aussi avec quelque chose qui les englobe, la question de la légitimation. Comment, en même temps, en proposant des problèmes, des cadrages et des instruments, les acteurs cherchent à les légitimer, mais aussi à légitimer eux-mêmes, à travailler sur leur propre éligibilité à participer au débat et surtout aux négociations
sur l'évolution de la régulation de leur industrie. Donc, pour résumer, je l'ai déjà dit, une approche structuraliste et constructiviste avec vraiment cet accent sur le travail politique tel que je viens de le définir. Alors, je vais donner deux illustrations de comment ce cadre peut être utile pour aborder des enjeux liés à la régulation du commerce international, avec l'objectif d'abord de dépasser une analyse vraiment en termes de la décision du type relations internationales, on va dire, ou même de sociologie de l'action publique, des travaux qui sont souvent très bien sur comment effectivement à l'échelle de l'OMC les décisions se prennent pour faire évoluer les traités de l'OMC, par exemple. Donc, il faut des travaux de ce type, mais si on reste là, on risque de passer à côté de comment les institutions mises en place à l'échelle de l'OMC, par exemple, participent à la régularisation du commerce, comme dirait Robert Boyer, et donc à son rapport étroit avec la structuration du capitalisme. Donc, c'est là où il me semble qu'on est plus dans une perspective d'économie politique dès qu'on essaie d'élargir un tout petit peu la question et ne pas la restreindre à la décision comme ferait un politiste pur jus, si je peux dire. Donc, plus exactement, nous, lorsqu'on va sur le commerce extérieur, ce qui nous intéresse, c'est de l'étudier comme une composante intégrale de la vie politique de chaque industrie. Alors, je vais développer deux exemples. Un cas finalement relativement typique, parce que c'est assez nordo-dominant, si je peux dire. C'est tiré d'un travail que j'ai fait il y a quelques années maintenant sur le whisky écossais, le scotch. Et puis ensuite, je vais faire un exemple encore plus rapide sur le cas des panels solaires qui impliquent davantage, enfin, un autre rapport entre les Suds et les Nords. Alors, ce qui m'a intéressé dans le cas du scotch, bon, tout d'abord, j'ai été interpellé, c'est quand même un produit dont 90% du scotch est exporté. Bon, bien sûr, on en boit beaucoup en Écosse, on en boit encore plus en Angleterre, mais quand même 90% est exporté. Donc, vous imaginez bien que les représentants de cette industrie s'intéressent beaucoup aux règles, normes et conventions qui concernent le commerce extérieur. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment du travail politique multi-échelle, à l'échelle de l'Écosse, parce que l'Écosse, avec Devolution, est devenue un espace de régulation, y compris pour des questions industrielles, on va dire, à l'échelle du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de l'OMC, et puis sur le plan des accords bilatéraux. Tout ceci pour un simple boisson alcoolisée, c'est quand même quelque chose. Donc, il y avait deux enjeux en particulier que j'ai étudiés. Le travail politique fait pour réduire les tarifs et les taxes nationaux. Donc, c'est assez classique, je vous l'ai prévenu. Dans le cas du scotch, mais aussi, en fait, ils ont fait une alliance avec l'ensemble des représentants des produits, des boissons spiritueux. Il y a eu des panels OMC prises contre le Japon, la Corée du Sud et le Chili dans les années 90. Surtout parce que dans chacun de ces pays, on avait des tarifs et des taxes très différents pour des alcools locaux par rapport aux alcools importés. Alors, effectivement, c'était dans chacun de ces panels l'Union européenne, parce que c'était l'Union européenne qui représentait le scotch, on emportait la mise, donc pas de grande surprise là. Autre exemple qui m'a intéressé, parce que c'était au moment où je faisais l'enquête, il y a eu un travail de longue haleine par rapport à l'Inde, qui est un marché très important pour le scotch.
Et finalement, il n'y a pas eu de panel OMC, mais c'était justement ça qui m'intéressait, c'est que même sans panel, il y avait énormément de travail politique qui a abouti à un changement sensible dans la manière dont les gouvernements indiens, parce que ce n'est pas qu'au niveau fédéral, imposent des taxes sur les alcools. Donc, peut-être pas de grandes surprises sur ce plan-là. Ce qui m'a intéressé peut-être encore plus, c'est que les représentants du Scotch ont participé à une alliance encore plus large, une alliance européenne, pour institutionnaliser à l'échelle de l'OMC des indications géographiques protégées. On les connaît le plus en France, peut-être dans le secteur du vin. Les appellations d'origine contrôlée font partie des indications géographiques. En gros, ce sont des instruments d'action publique inscrits dans le droit qui protègent contre l'usurpation d'un nom, comme le Scotch, par exemple. Donc, c'était quelque chose que les producteurs du Scotch whisky voulaient beaucoup parce qu'il y a énormément de contrefaçons par rapport à le produit. Donc, ils ont investi beaucoup dans la construction de cette alliance pour faire institutionnaliser dans l'accord ADPIC ou suite à l'accord ADPIC, un registre multilatéral des indications géographiques. Alors, ça semble être extrêmement technique, mais en fait, ce que permet ce registre, une fois qu'on est enregistré comme une indication géographique à l'échelle de l'OMC, ça permet d'éviter de devoir constamment faire des procès dans différents pays chaque fois qu'il y a un cas d'usurpation. En gros, ça oblige les États signataires du traité de l'OMC à être ceux qui agissent contre les personnes dans leur pays qui ne respectent pas cette règle. Donc, tout ça pour dire que ce qui m'a intéressé dans ce cas-là, c'est que vraiment, il y a à nouveau un travail politique de très longue haleine pour faire aboutir à cet accord. Donc, bien sûr, les producteurs de Scotch étaient sans doute intéressés à court terme par l'affaiblissement économique de leurs concurrents, mais ce qui les intéressait avant tout, c'était à moyen et à long terme de mieux protéger le marque collective et tous les investissements qu'ils considèrent qu'ils ont fait dans cette marque-là. Effectivement, bon, rapidement, ça m'a intéressé aussi parce que ce cas m'a renvoyé de suite à des luttes et à du travail politique au sein des champs différents, de champs économiques, au sein même du segment du champ qui concerne le Scotch, tout petit segment, mais il y a eu des luttes énormes entre les grosses multinationales comme Diageo ou Pernod Ricard et les petits producteurs de l'île d'Islay ou de Skye, par exemple. Dans le champ bureaucratique, on avait des luttes très importantes entre des représentants de pays comme les États-Unis et comme l'Australie, qui sont vent debout contre les indications géographiques, qui les voient comme des instruments protectionnistes. Et donc, il y a vraiment une lutte intense à ce niveau-là. Et dans le champ scientifique, les juristes notamment s'impliquent énormément dans ce type de débat qui, à nouveau, sous les apparences techniques, a vraiment une dimension politique extrêmement forte. Alors, pour vraiment finir sur ce cas, pour moi, ce que je retiens de ce cas, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel, c'est de ne pas considérer que le commerce extérieur se régule à Genève. En fait, il se régule au quotidien à travers une multitude de luttes et de négociations qui ont lieu bien ailleurs, parfois scellées à Genève autour d'un panel ou d'un accord de l'OMC, mais dans chaque industrie, le commerce extérieur fait débat
pour exagérer un peu, tout le temps et un peu partout. C'est pas surprenant, les firmes puissantes se mobilisent constamment, mais pas que les firmes puissantes. Et c'est là, vraiment, je pense qu'une question qui pourrait éventuellement intéresser ce séminaire. J'ai peu de billes là-dessus, mais les adversaires dans les Suds sont souvent faiblement équipés pour contrer ce travail politique fait par les grandes firmes. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'on sait suffisamment sur pourquoi ils sont si faiblement équipés? On a des idées générales, mais il me semble qu'on manque de travaux sur cette question-là, malgré tous les engagements dans les traités de l'OMC et ailleurs, d'essayer d'équilibrer le terrain de jeu via des subventions et d'autres instruments de ce type. Alors rapidement, parce que je pense qu'il faut que j'accélère, il y a un cas qui m'intéresse parce que dans les années à venir, je vais travailler un petit peu plus sur les questions de transition écologique et donc sur les panels solaires m'intéressent. Et à ce titre, notamment, j'ai été interpellé par une décision de l'Union européenne en 2013. À l'époque, 60% des panels solaires installés dans l'Union européenne provenaient de la Chine. Mais il y avait des acteurs qui disaient en fait, les Chinois gagnent les parts de marché, surtout parce qu'ils font du dumping. Ils ont réussi à convaincre, effectivement, DigiTrade, à la Commission européenne, d'intervenir, de menacer un panel à l'OMC, mais finalement pas de faire un panel, mais de plutôt négocier avec le gouvernement chinois qui ont fini par accepter un prix minimal et un quota d'importation. Alors, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que effectivement, au sein même de l'Europe, les acteurs étaient extrêmement divisés sur ce point, au sein de l'industrie de l'énergie plutôt. Donc, par exemple, il y avait des installateurs européens et des producteurs d'équipements périphériques qui, ça les arrangeait bien de pouvoir importer ou faire importer les panels chinois. Finalement, ils ont été, en tout cas temporairement, battus par les producteurs de panels solaires, des représentants de panels de ceux qui fondaient en tout cas la production de panels solaires en Europe. Donc, ça renvoyait effectivement à tout un débat fortement impacté par l'évolution des global value chains dans cette industrie et aussi par la manière dont les luttes au sein de DigiTrade, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde à la DigiTrade était d'accord avec la décision d'intervenir en 2013. Et d'ailleurs, en 2018, il y avait une décision à la DigiTrade plutôt de lever ces restrictions et de laisser donc rentrer les panels solaires chinois sans entrave, sans obstacle. Donc, cet exemple, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en connais énormément de plus que je viens de raconter, un tout petit peu plus quand même, mais je pense que ça montre qu'on a vraiment besoin de mieux comprendre les ressources politiques des producteurs de panels en Europe par rapport à ceux des installateurs. Et puis, plus généralement, il me semble qu'il y a tout un rapport entre l'économie et la politique qui est à mieux comprendre dans cet exemple comme dans bien d'autres. Alors, pour conclure, parce que je pense qu'il faut laisser la place aux questions et au débat, ce que j'ai proposé cet après-midi, ce cadre d'analyse a surtout comme objectif d'essayer de traquer les causes profondes des frictions qui sont souvent appelées socio-économiques, mais qui sont, à mon sens, plus politiques qu'autre chose. Ces frictions qui impliquent souvent les rapports entre les Nord et les Sud et qui concernent, in fine, les institutions et les rapports de pouvoir, c'est-à-dire la structuration même de l'activité économique.
et son rapport à la politique. Alors, je crois que dans mes exemples, on a pu voir que même si, et ce n'est pas une surprise, les puissants ont tendance à gagner. Là, c'est vraiment pas très intéressant de dire ça, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit aussi que des choses sont contingentes. Il reste de la place pour orienter des problèmes et des instruments d'économie politique dans des sens différents. C'est ça qui m'intéresse, ainsi que la légitimation de ces problèmes et ces instruments. Donc, je pense qu'il y a vraiment un terrain qui reste et qui restera à explorer. Effectivement, la proposition que je fais, c'est que le travail politique, mais ça peut être bien d'autres concepts, mais des concepts qui sont là pour essayer de guider le travail empirique et analytique, sont surtout là pour braquer les projecteurs là où il me semble qu'on a les plus d'incertitudes et d'absence d'informations concernant la structuration de la vie économique contemporaine et passée aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andy. On va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des participants qui veulent intervenir. Je suis désolée, j'ai des gros travaux derrière moi. Donc, peut-être en attendant, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. En fait, ce dont vous parlez, c'est un peu toute la partie immergée, la partie presque invisible du travail politique. Et alors, il y a les acteurs officiels, donc on peut penser aux grosses firmes, ce qui se passe au niveau officiel, notamment au niveau de l'Union européenne, nationale. Quels sont les acteurs qui interviennent un peu dans la partie immergée de l'iceberg? Est-ce qu'il y a des syndicats, des associations interprofessionnelles? Voilà, quels sont un peu les acteurs qui participent à ce travail politique un peu moins visible et un peu moins officiel? Oui, bah, revenons au cas du Scotch. Enfin, c'est une autre raison pour travailler sur le Scotch. En fait, ils ont un groupe d'intérêt qui s'appelle le Scotch Whisky Association, qui, je pense que ça existe depuis autour de 80 ans, est réputé, en tout cas en Grande-Bretagne, comme étant un des groupes d'intérêt les plus puissants. Ils ont une trentaine quand j'ai enquêté, en tout cas, il y avait une trentaine de permanents basés à Édimbourg, mais ils ont également un bureau à Bruxelles. Et ils ont les entrées à Londres, parce que beaucoup de choses se passent à Londres, tout ce qui est fiscalité britannique. Et bien sûr de diplomatie britannique, même si parfois ils embarquent les ministres écossais avec eux, mais c'est quand même à l'échelle britannique que beaucoup de choses se décident. Donc, oui, il faut ce genre d'organisation, bien sûr, il faut toujours essayer de les observer de près, de les analyser. Ensuite, à la Commission européenne, il est tout à fait possible, d'ailleurs je l'ai souvent fait, de travailler non seulement sur les administrations, par exemple DigiTrade, les hauts fonctionnaires de DigiTrade, mais aussi sur des cabinets de commissaires et même, bon, je pense que c'est rencontrer, interviewer un commissaire, je l'ai fait 3 ou 4 fois, mais on apprend beaucoup plus en interrogeant le porte-parole, le cabinet. Les entretiens ont un autre statut, comme on peut voir ce type d'acteur. Et bien entendu, il ne faut pas oublier l'échelle nationale, loin s'en faut. Évidemment, et notamment, c'est une évidence pour ce qui concerne l'Union européenne, les pays les plus grands, qui sont les plus omniprésents à Bruxelles, tels que la France, l'Allemagne et jusqu'ici le Royaume-Uni. Il faut toujours essayer de travailler sur comment l'intérêt national qu'ils défendent a été construit et défendu.
Je vois tout de suite sur le chat, on a une question de Martial qui demande quelles sont les raisons qui font que la plupart des pays du Sud perdent, perdent devant les multinationales, notamment au niveau des accords de l'OMC. Voilà, pour remettre un peu la perspective dans Oui, le bah, sujet. c'était une très bonne question et je vous remercie. Alors, bon, je pense que ça a été étudié un peu par d'autres, mais personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de travaux sur ce sujet très important. Bah, premièrement, je vous ai dit, hein, tout ne se régule pas à Genève, mais quand même, il y a des choses qui se décident à Genève et c'est là où on peut glaner pas mal d'informations, tout comme à Bruxelles d'ailleurs. C'est important aussi d'être à Bruxelles lorsqu'on veut peser sur des questions de commerce international, parce qu'il faut essayer, dans le cadre de la position européenne, d'intervenir avant que la position officielle de l'Union européenne soit adoptée. Alors, donc, ce qu'on m'a dit, c'est que pour les pays du Sud, ils ont souvent du mal à dégager les budgets pour être présents dans ce type fortement présents dans ce type d'arène. Mais peut-être plus sérieusement encore, il y a beaucoup de turnover. C'est rare que les personnes qui représentent, je ne sais pas, Burkina Faso ou que sais-je, restent longtemps, développent une expertise. Et parfois même pire, parfois des personnes sont nommées à Genève ou à Bruxelles, mais pour des raisons de clientélisme politique plutôt qu'en raison de leurs compétences. Donc, mais vous, bah, parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui pourraient analyser ça beaucoup plus finement. Mais voilà quelques pistes pour comprendre ce sous-équipement pour se défendre à l'échelle de l'OMC. Et bien entendu, plus structurellement, même si tout le monde est égaux à l'OMC, bien entendu, le représentant des États-Unis a plus de pouvoir pour plein de raisons que le représentant du Luxembourg, par exemple. Merci. Je pense qu'on a une question de Livia Perosino, si vous voulez prendre la parole avec vous. Vous pouvez allumer votre micro. Ou je ne sais pas si Livia est toujours en ligne. J'ai vu qu'il y avait Alain Pifto qui avait levé la main à un moment donné, mais Et également Patience. Alain, si vous voulez intervenir. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, Bonjour. bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai deux questions pour aller très, très vite. Puisqu'on est dans un séminaire d'économie politique et que tu nous as convaincus d'ores et déjà que c'était parfaitement imbriqué, économie et politique, pourquoi tu conserves dans ton approche une notion ou un concept de ressources politiques, c'est-à-dire séparé de l'économie, et tu nous parles aussi à un moment donné de rapports économiques-politiques ou économico-politiques. Non, en fait, de rapports entre l'économie et la politique, c'est plutôt ça. Pourquoi en gros, ma question, c'est qu'est-ce qui reste de l'économie comme objet et qu'est-ce qui reste du politique ou de la ressource politique comme objet? excellente question. Merci Alain. Effectivement, bah, on se trouve des fois prisonnier des termes qui peut-être n'ont plus lieu d'être. Souvent, bah, je pense que les ressources, quand je dis ressources politiques, c'est des ressources pour pouvoir intervenir sur la structuration, soit en termes d'institutions ou en termes simplement de relations de pouvoir. Donc, pour moi, des ressources politiques sont là. Euh, Par exemple, on peut imaginer que Diageo, dans l'industrie du scotch, donc c'est une grande multinationale, a des ressources économiques, mais ces ressources économiques ne deviennent pas automatiquement des ressources politiques, sauf s'il y a un travail pour montrer que les intérêts de Diageo sont aussi des intérêts de Roy-Many, par exemple. Il y a un travail de conversion qui est fait pour faire le lien entre l'un ou l'autre. Alors, ta question plus de fond, est-ce que finalement, qu'est-ce qui reste de l'économie et de la politique?
il me semble que les activités purement de production, de commercialisation, d'investissement, bien sûr, ils ont des effets indirectement politiques, mais ces questions, elles peuvent être étudiées purement sous l'angle des questions économiques, c'est des questions vraiment de comment on se crée des ressources économiques, comment on les accumule. Je pense qu'effectivement, et d'ailleurs, il faut des méthodes et des expertises pour pouvoir faire ça vraiment dans les règles de l'art. Donc, mais il me semble que les questions de politique vraiment concernent la structuration de l'économie en termes d'institutions et de relations de pouvoir. Alors, je n'en conclus pas que les économistes devraient rester sur les premiers et les politistes devraient travailler sur les deuxièmes. Vraiment, non. Je pense que c'est tout à fait légitime pour des économistes de travailler sur ces questions. Et c'est très important que les politistes comprennent au moins la structuration, on va dire, entre guillemets, purement économique aussi. Merci. Donc, je crois que Livia est revenue et ensuite, patience, et pour finir, si on a encore un peu de temps, Amena. Oui, désolée, j'avais perdu la connexion. Je me posais une question en fait par rapport aux pratiques de terrain en fait, lorsqu'on travaille sur ces questions-là. Dans mon cas aussi, je travaille sur la question, enfin sur le secteur agricole en Jordanie, et souvent, en fait, je me pose plein de questions concernant comment aborder des acteurs qui justement sont pas évidents. C'est pas forcément le ministre de l'Agriculture, mais les lobbies qui font pression et qui sont plus difficiles à discerner et à définir. Donc voilà, si vous pouvez nous parler un peu plus de votre pratique du terrain en fait. Oui, tout à fait. Donc je pense que ce qui est important, c'est de commencer par ceux qui sont visibles, comme le Scotch Whisky Association, ou à Bordeaux, le CVB, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, par exemple. Mais évidemment, ça n'épuise pas le sujet. Et il y a aussi la question des experts, du conseil, des cabinets de consultants. Donc, je pense qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que je devais vraiment insister, dans une industrie, on ne peut pas dire lorsqu'on commence une recherche qui en fait partie ou qui n'en fait pas partie. Il faut aller voir qui sont les acteurs qui cherchent à peser sur des institutions et des relations de pouvoir dans l'industrie. Donc concrètement, ça veut dire que moi, j'ai vraiment une approche en termes d'entretien. Les entretiens qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. C'est la même chose en France que quand j'en ai fait en Espagne, en République tchèque, au Royaume-Uni. C'est jamais... parfois, c'est chose facile, mais souvent, il faut vraiment faire un travail pour les convaincre de vous voir. Bon, je ne dis pas que j'avance masqué, mais souvent, je commence plutôt par des questions d'apparence technique. Je pose des questions, je leur dis que je m'intéresse à tel ou tel instrument de régulation. J'essaie de comprendre ces instruments. Et à partir de là, j'ai élargi. Mais effectivement, c'est tout. Je ne dis pas que je la maîtrise, mais c'est tout un art que j'espère un jour maîtriser. Mais comment convaincre les gens de me recevoir? Donc, c'est un des plus gros défis. Mais une fois en entretien, enfin, bien sûr, il y a des entretiens qui se passent mal, où simplement les gens ne vous disent rien, mais en même temps, généralement, il en reste quelque chose.
Donc, je pense que il faut continuer. Et de toute façon, c'est jamais avec un seul entretien ou deux entretiens, vous le savez. C'est plutôt la campagne dans son ensemble qui permet de saisir les dynamiques dans un espace social, comme une industrie, comme un secteur, comme une profession. Donc, il ne faut pas se faire décourager par un entretien raté ou un entretien qu'on pense qu'on a raté, par exemple. Ou pas un interviewé qui, parce que j'ai eu ça, notamment lorsque j'ai travaillé sur la défense, avec la dame qui ne veut pas qu'on enregistre, qui préfère que la lumière ne soit pas trop crue, qu'on est presque dans le pénombre dans son bureau parce qu'elle ne veut pas. Enfin, on a eu des tout. Oui, voilà. Merci. Patience, je vous laisse intervenir. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Andy, pour cette présentation. Je me posais une question qui rejoint un peu les questions aussi de technique d'enquête, qui était liée au début de ta présentation sur l'impact notamment des valeurs. À un moment donné, tu l'as introduit en disant que ça faisait partie aussi de cette façon de concevoir les marchés et le rapport entre économie et politique. J'étais intéressée de savoir quel impact justement ces visions du monde, plusieurs fois c'est revenu dans ta présentation, cette idée de vision du monde, de façon de voir les choses, et notamment dans le cas de l'Australie où tu disais que les IGP étaient considérés comme un moyen de fermer le marché. Comment ces visions du monde pèsent justement sur les rapports et notamment sur la régulation de l'économie. Et alors deuxième question, c'est comment les capter et comment réussir à les analyser sans se faire avoir par le discours très séduisant que les entreprises produisent sur elles-mêmes et sur leur vision du monde, souvent très verte d'ailleurs. Effectivement, ouais. Alors, merci beaucoup de ta question. Et effectivement, ça fait quelque chose qui, notamment depuis 5-6 ans, ça m'a beaucoup interpellé. Et effectivement, j'ai essayé d'intégrer dans ma grille d'analyse la question des valeurs. J'ai fait des propositions là-dessus. Ensuite, j'ai essayé de faire financer les contrats de recherche là-dessus. Je n'ai pas réussi. Mais pour l'instant, je suis resté au niveau de la revisitation de mon matériel empirique par cette question des valeurs. Moi, je suis convaincu que les valeurs participent beaucoup à la manière dont les acteurs cadrent les problèmes et le type d'instrument d'intervention qu'ils proposent. Juste un exemple, toujours sur le Scotch, il y a quand même une différence nette entre les manières dont Pernod Ricard, les représentants de Pernod Ricard, que j'ai pu voir en entretien, cadre le problème des indications géographiques par rapport aux représentants de Diageo. Très clairement, au Diageo, ils ont un rapport extrêmement instrumental à ces indications géographiques. Ils les voient comme un instrument purement juridique qui les permet de protéger leur marque, alors que Pernod Ricard, j'ai pu trouver pas mal de choses qui confirmaient, qui m'a fait penser que pour eux, ils sont vraiment animés par l'idée que ces marques ont un rapport avec les terroirs, avec quelque chose qui a du sens, qu'on va convaincre le consommateur de boire telle ou telle marque parce que cette marque, il y a eu un travail sur le sens de cette marque et que cette marque renvoie à des valeurs. Bon, et la deuxième partie de ta question, c'est est-ce que finalement, c'est que tout ça, c'est pas que du pipeau, c'est simplement du marketing, c'est de l'instrumentalisation. Bah, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Il faut vraiment faire attention là-dessus. Mais en même temps, moi, je croise dans mes entretiens des gens qui croient fermement à ce qu'ils font, à ce qu'ils défendent. Et quand je vois ça, 9 fois sur 10, je vois des valeurs derrière. Donc, j'avoue que je n'ai pas complètement trouvé la bonne réponse sur comment enquêter sur ça, mais je reste convaincu que c'est central. Merci. On a 2 dernières questions avant de passer à la présentation de Charlotte. Donc, Amena et ensuite Alice. Oui, bonjour. Amina, je viens de Madagascar. En fait, je pense qu'on vous entend pas très bien, Amena, si vous pouvez rapprocher votre micro. On dit pour la présentation.
je trouve que c'est très intéressant, mais comme je suis expert régional de l'OMC, donc je pense que je pourrais quand même apporter certains points par rapport aux questions qui ont été posées par les personnes ici présentes. Entre autres, donc, je trouvais la première remarque, donc c'est par rapport à la présentation de Andy, qui donc démontre par rapport à sa recherche donc le lien entre la politique, et c'est vraiment le cas, parce que lorsqu'on analyse les négociations internationales, c'est divisé en deux parties. La partie technique, c'est la fédéraliste, c'est vraiment l'économie pure, et à partir du moment où on passe à la décision, donc sur les mesures qui vont être appliquées, là rentrent en jeu les politiques. Donc, je pense que ce qu'il est en train de dire est bien vrai. Et cette population, donc, pourrait être vue particulièrement dans les négociations internationales qui se déroulent en général, donc dans les conférences ministérielles qui se déroulent tous les 2 ans dans différents pays choisis. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y avait question de est-ce que les petits pays, les grands pays gagnent et les petits pays pas. Il y a aussi des exemples de petits pays qui ont pu faire intégrer justement en jouant cette relation économique et politique. C'était le cas par exemple de Coton. Donc, les pays comme Bénin, etc., qui ont pu donc intégrer je dirais, un domaine qui est très pertinent pour les pays moins avancés dans la négociation internationale sur le plan politique. Et c'était justement à partir de la relation que Andy vient de nous expliquer à l'instant. Sinon, moi, je voulais intervenir également par rapport à l'indication géographique de tout à l'heure. C'est vrai que l'indication géographique, ça a l'air d'être vraiment, c'est utilisé, c'est vraiment un instrument de marketing, mais l'indication géographique, il y a vraiment des réglementations précises là-dessus, et il faut que le pays donc ait un savoir-faire. Vraiment, il y a tout un groupe de personnes qui sont impliquées, et je pense que pour pouvoir faire des analyses dans ce sens, il faut voir partir des chaînes de valeur. Et je trouve qu'il y a différents pays qui ont déjà travaillé cette relation-là, dans le cadre particulièrement de l'OMC toujours. Donc, l'indication géographique n'est pas uniquement un instrument en marketing, donc, comme on vient de poser la question à l'instant, mais c'est en même temps un outil vraiment légal qui permet de protéger, plutôt dans le sens de protection des savoirs traditionnels, des savoirs dans un pays, dans un lieu, avec certaines choses qui sont autour, comme le fait de l'avoir fait pendant un certain moment, d'avoir une certaine manière de faire qui doit être protégée. Donc, au niveau pour enquêter dessus, c'est un peu pour ma contribution, Organisation mondiale de la propriété, OMPI, propriété industrielle, il y a beaucoup d'outils aussi qui permettent d'avoir des informations dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je pense que le témoignage est très clair. Ce que je voudrais simplement rajouter, je pense que l'exemple du coton est particulièrement intéressant pour nos rapports Nord-Sud. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, avec Patrick Quentin, on allait travailler dessus, on avait accumulé des choses. Et puis finalement, Patrick est parti à la retraite sans qu'on concrétise ça. Ça fait partie des regrets de ma carrière, mais il y en a beaucoup d'autres, mais voilà. Mais le coton est toujours là, hein. Voilà. On peut toujours travailler dessus. Merci. Alice, si vous voulez poser votre question, je pense qu'il faudrait que Charlotte commence sa présentation dans 5 minutes. Donc, non, mais je voulais... Merci, j'en ai pour une minute. Merci beaucoup et merci vraiment pour cette présentation très, très intéressante. Enfin, je ne suis pas très familière avec les notions de mobiliser, structuraliser. Mais j'avais une question en fait surtout à propos du résumé de la dernière diapositive. En fait, il me semble qu'on pourrait complexifier le propos avec aussi une théorie du changement. C'est-à-dire que quand on mobilise des concepts comme contingence, effectivement structure et même, il me semble qu'il y a différents types de changements. Je pensais à la phrase de
Lampedusa, dans le Guépard, tout changer pour que rien ne change. Et justement, à un moment donné, dans les différents acteurs dans ce grand théâtre qui a été décrit, et il me semble qu'il y a différents types de changements possibles, c'est-à-dire qu'autrefois, ce qu'on appelait les changements à la marge, bien sûr que certains événements contingents peuvent amener des modifications particulières, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à différencier différentes modalités du changement, puisqu'on peut par exemple imaginer qu'effectivement, selon certaines contingences, la DG Trade va faire ceci ou cela, mais in fine, on a toujours ce problème de la temporalité, du court terme, du moyen, etc. Et in fine, ces rapports de pouvoir semblent quand même malgré tout d'une stabilité absolument extraordinaire. Les grands théâtre décrit, multinational, etc. Et encore une fois, cette phrase de Lampedusa qui est, je pense, absolument géniale. On peut assister à des changements extrêmement importants qui peuvent être, par exemple, mobilisés par des procès, etc. Aujourd'hui, peut-être les Français vont acheter français pour essayer de contrer Amazon, etc. Mais ça ne va peut-être pas changer cette stabilisation extraordinaire des rapports de force entre les différents acteurs, les bureaucraties, Amazon, etc. Donc, je voulais juste rajouter une complexité qui me semble que le changement en tant que tel est quelque chose qu'on peut modéliser conceptuellement un petit peu plus. Pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Donc premièrement, effectivement, tu as raison, il faut distinguer les niveaux de changement. Moi, j'aime bien la typologie de Peter Hall entre 3 ordres de changement, entre des changements incrémentaux, des changements au niveau de l'instrument et puis des changements paradigmatiques. Alors, je pense que le sens de ta question, c'est est-ce qu'il y a jamais des changements paradigmatiques? Bon, il y en avait un changement paradigmatique en 83 en France, lorsque effectivement une décision a été prise de rester dans le système monétaire européen et à partir duquel toute une série de politiques, aujourd'hui on appellerait plutôt des politiques d'austérité, même si à l'époque c'était pas aussi austère, ont été introduits. Donc on voit bien qu'il y a des tournants. Mais on peut peut-être voir ça encore plus clairement à l'échelle des industries, à partir de quel moment, effectivement, dans l'industrie de l'acier en Europe, on a abandonné, le terme est trop fort, mais la recherche à tout prix à produire en Europe a été abandonnée. Donc, effectivement, je l'ai dit clairement, moi je suis plutôt un structuraliste, donc je pense comme toi qu'il y a beaucoup de choses qui sont reproduites et on doit expliquer cette reproduction. On ne doit pas faire comme si la reproduction se fait de manière déterministe. Mais je crois aussi, c'est là où je conçois que mon travail est un travail antifataliste, c'est qu'il peut y avoir des choses qui changent aussi. Je travaille actuellement sur l'agriculture. Enfin, il n'y a pas énormément de choses de change, mais je vois quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent pour que ça change, et beaucoup plus qu'il y a 10 ans, par exemple. Merci beaucoup, Andy. Donc, Charlotte, on va vous laisser la parole. Déjà, merci de m'avoir invité à ce séminaire. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un travail un peu plus modeste que celui d'Andy. Ce sont des résultats de ma thèse, même si, évidemment, on n'est pas sur un compte-rendu exhaustif. Dieu soit loué pour vous. Donc, alors, attendez, maintenant, voilà. Donc, quand je commence à m'intéresser au secteur du médicament en Afrique du Sud en 2014, je me rends très rapidement compte que pour étudier les politiques du médicament, je ne vais pas pouvoir faire l'économie d'une analyse des relations entre l'État et les entreprises. En fait, depuis près de 20 ans, à l'époque, le secteur est émaillé de scandales qui ne cessent de structurer les politiques publiques, que ce soit en bloquant certaines choses comme la réforme de la propriété intellectuelle ou à l'inverse en participant activement à des projets de partenariat public-privé. C'est très étonnant d'ailleurs, cette ambiguïté-là. Et mon travail en ça va se rapprocher de nombreux travaux empiriques sur la coproduction des institutions par les acteurs privés, publics et aussi collectifs. Donc évidemment que je me suis penchée sur les travaux hétérodoxes, notamment de la théorie de la régulation,
des travaux très utiles pour approcher la régulation des économies, mais qui portent seulement généralement sur des formes nationales du capitalisme, sans fournir d'outils d'analyse au niveau méso, hein, pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau du secteur. Désolée Andy. Généralement, ces travaux vont proposer une vision unilatérale en bloc de l'État. Et généralement, l'État est même relégué, circonscrit à ses politiques budgétaires. Ce sont des travaux qui étaient peu mobilisables pour moi à cette époque pour mener des enquêtes empiriques vraiment sur l'économie politique contemporaine au niveau du secteur. C'est dans ce cadre que j'ai choisi de mobiliser la sociologie de l'action publique. L'idée, c'était vraiment de prendre en compte les nombreux acteurs impliqués dans la construction d'une politique. En fait, autour du médicament, en Afrique du Sud, on se rend compte qu'il gravite de nombreux acteurs et d'imaginaires sociaux. Un industriel ne va pas du tout avoir la même vision du médicament qu'un activiste de la santé ou qu'un fonctionnaire du ministère de la Santé. Et la liste est longue de ces acteurs-là. Et en étudiant le secteur du médicament d'Afrique du Sud, je constate que l'action publique fonctionne sur une sorte de régulation croisée entre les industriels et les acteurs étatiques. Il y a vraiment une porosité en fait entre ces deux parties qui vont pas cesser de s'influencer l'un et l'autre en fait. L'institutionnalisation de cette coordination dans le temps conduit à une interdépendance très forte entre les acteurs industriels et étatiques, interdépendance qui ne cesse de s'alimenter et qui va rendre de nos jours très coûteuse toute sortie de ce modèle-là, en fait. D'où l'absence de rupture entre ces acteurs, malgré de nombreux conflits, notamment autour de la propriété intellectuelle, hein, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, premier élément concret de l'existence d'une régulation croisée, c'est déjà le phénomène de couple. Je me rends compte en fait que malgré une hostilité apparente assez forte entre les fonctionnaires et les industriels, je trouve une complicité très profonde et généralement leurs acteurs vont se répondre, pas entre tous les fonctionnaires, entre tous les industriels, mais certains d'entre eux. Et je me rends compte en fait que le gouvernement va accorder même un certain monopole à quelques entreprises, tandis qu'en échange, ces entreprises vont devoir coopérer pour la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Et en fait, on s'aperçoit que ces acteurs industriels vont formuler des solutions très concrètes face à des politiques publiques et des acteurs qui ont des visions très divergentes par nature du médicament. Je pense notamment, pour être très binaire, hein, aux divergences entre la politique industrielle et les politiques sanitaires, généralement. Et c'est donc la deuxième caractéristique particulière de ce système. Tous les arbitrages entre les différents intérêts de politique publique vont être effectués par des acteurs qui ne sont pas directement partie prenante et qui sont des acteurs en fait industriels. Pour résumer, en fait, on est face à deux sortes de filières. D'une part, les acteurs qui sont plutôt des fonctionnaires ou des acteurs gouvernementaux, pour faire plus large, et de l'autre, des acteurs industriels. Et on se rend compte que si dans la filière qu'on va nommer gouvernementale, on a énormément de doutes, voire de conflits, de divergences sur comment gérer le médicament, les acteurs industriels vont généralement se déplacer vers ces acteurs-là et jouer un rôle de médiateur, voire de coproducteur des politiques publiques. Bon, alors, ma présentation, je l'ai construite en deux parties. Hein, bon. Premièrement, je vais essayer de présenter la construction du secteur du médicament en Afrique du Sud avec un petit retour historique. Et deuxièmement, j'essaierai de me pencher un peu plus sur la mécanique de cette régulation croisée en abordant vraiment l'aspect contemporain du secteur. Voilà. Donc, pour décrire le secteur, il est vraiment important de comprendre comment va se construire cette interdépendance entre l'État et l'industrie pharmaceutique, avec une stabilisation du secteur progressivement autour de ce couple. Le premier jalon vers cette interdépendance intervient lors de la création de l'Union sud-africaine. En gros, avant 1910, le secteur de la pharmacie, c'est quoi? C'est un ensemble de pharmaciens individuels qui vont exercer sur un territoire assez immense, hein, il faut le dire. Le développement d'un État, hein, donc l'Union sud-africaine en 1910, va vraiment changer la donne. Les acteurs politiques vont vouloir ordonner le secteur pour le rendre gouvernable, hein, notamment légiférant. Ce à quoi les pharmaciens vont agir de façon presque violente, défensive en tout cas, et ces pharmaciens dans les années 20 vont s'organiser en association en fait. Et cette culture de l'association, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette dynamique de regroupement est clairement pas anodine. L'idée, c'est vraiment de développer un argumentaire commun et de peser
auprès notamment des parlements pour bloquer certaines mesures. Sans surprise, on se rend compte que les mesures liées à la taxation sont bien bloquées par ces communautés de pharmaciens, tandis que ces mêmes associations vont encourager les mesures qui vont plutôt viser à instaurer des monopoles de ces pharmaciens au détriment, par exemple, d'autres vendeurs étrangers. Donc, progressivement, les pharmaciens se voient concéder le monopole de l'expertise, tandis qu'ils vont promettre à l'État de gérer le marché d'une certaine façon. Et dès cette époque, on va constater qu'il y a des acteurs multipositionnés qui sont à la fois pharmaciens et intégrés dans des instances de régulation. Cette première phase dure jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et montre que le renforcement du contrôle sur les substances pharmaceutiques ne va pas affaiblir les acteurs de la pharmacie, mais au contraire leur permet de participer à la construction du marché. Et ça, généralement, à leur avantage, on le voit bien. Cette mécanique de construction au miroir, elle va s'approfondir durant le régime d'apartheid, clairement. Cette architecture de transaction État-industrie, elle va perdurer. Mais évidemment, la configuration se transforme énormément. Le médicament s'industrialise, donc les acteurs en présence ne sont plus des pharmaciens individuels, mais des entreprises. Et d'autre part, le régime d'apartheid va placer l'industrie au centre de ce qu'on appelle le volkscapitalisme. C'est vraiment ce pacte entre le pouvoir politique et les forces organisées dans l'économie à l'époque. Donc, le développement industriel, il faut voir qu'il répond vraiment au projet politique d'apartheid de construire une économie pour les Afrikaners, notamment en créant une classe d'entrepreneurs africains. Donc, au centre de ce dispositif, il y a les entreprises para-étatiques qui vont permettre à l'État de structurer le marché. Il s'agit notamment de financer des entreprises et de leur confier une position monopolistique, notamment via des lois anticoncurrentielles, etc. Et en fait, en quelques décennies, les activités industrielles prennent la forme d'une toile de compagnie para-étatique contrôlée par les Afrikaners. Ce sont des avant-postes un peu du nouvel État, de l'État sud-africain dans le secteur privé. Et dans le secteur chimique, là-dedans, est extrêmement important. On retrouve l'entreprise Sasol. Elle fait partie des secteurs prioritaires. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de fort isolement de l'Afrique du Sud. Et il est absolument primordial pour le gouvernement à l'époque de créer une autosuffisance en cas de guerre et notamment d'avoir des ressources chimiques pour l'armement. Donc, on voit que les partenaires industriels vont garantir la solidité du régime d'apartheid. Et on arrive en fait à la fin de l'apartheid avec un secteur très concentré, avec peu de débouchés, des prix très élevés, et donc une santé complètement hors de prix. Donc, pour finir cette première partie, je ne veux pas manquer de temps, les années de transition vont contribuer à profondément reconfigurer ces rapports-là, clairement, entre l'État et l'industrie. Les relations, elles vont poursuivre entre l'État et l'industrie, mais le secteur du médicament, il va s'ouvrir. Il va se caractériser de façon croissante par une action publique pluraliste, et les relations entre l'État et l'industrie vont devenir un peu plus houleuses, même beaucoup plus houleuses. Lorsque l'ANC prend le pouvoir, il a une position très ambiguë vis-à-vis de l'industrie. L'industrie est à la fois considérée comme un pilier de l'apartheid, mais elle devient en même temps centrale pour l'intégration de l'Afrique du Sud au capitalisme mondial. Donc, il faut voir que cette transition politique, elle est très ambiguë au fond. Elle relève d'un processus qui va se faire en tandem avec les entreprises depuis les années 1980 pour ouvrir le marché, le libéraliser. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête et que ce tandem-là est encore valable aujourd'hui. Donc pour l'ANC, l'enjeu est double par rapport à l'industrie pharmaceutique. Déjà, il va être important d'ouvrir l'offre en médicaments à tous les patients. À la fin du régime d'apartheid, la santé devient un droit constitutionnel et les activistes de la santé mettent l'État face à ses responsabilités. On ne peut plus envisager de politique de santé qui ne serait pas une politique d'accès universel. Et en fait, symboliquement, le médicament devient un objet de politique de santé. C'est le ministère de la Santé qui va gérer le marché public du médicament et c'est vraiment ce ministère-là qui va se positionner comme l'entité dominante du secteur à partir de là. Clairement, les partenaires industriels vont changer. On promeut une doctrine pro-générique et peu à peu, les entreprises détentrices de brevets sont mises à l'écart au profit des génériqueurs. Alors, je vous montre cette cartographie du secteur. Je regretterai toujours ce fil bleu là que j'ai mal dessiné, que je pourrais peut-être vous décrire après si vous le souhaitez, qui montre vraiment la
montée en puissance de cette coalition santé, avec le ministère de la Santé au centre et qui est peu à peu rejoint par les génériqueurs, parce que le pôle industriel, notamment soutenu par les industries détentrices de brevets, lui se rétracte un peu progressivement. Je vais quand même passer à la partie 2 parce que le temps file. Pour conclure cette partie 1, on voit qu'il existe des mécanismes d'interdépendance stabilisés entre les acteurs industriels et les acteurs étatiques, mais ces mécanismes d'interdépendance ne cessent de se reformuler pour continuer à fonctionner. Et c'est vrai, Alice citait le guépard, c'est un peu ça. Hein. Si on veut que tout reste comme c'est, il faut que tout change. Donc, maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais essayer de saisir de façon plus concrète ce qui fait ce système. C'est-à-dire, vraiment se poser la question, comment est-ce que ces acteurs vont se rendre dépendants l'un de l'autre, en fait. Donc, pour reprendre l'idée de couple, déjà, on voit qu'il existe des filières partenariales entre le gouvernement et l'industrie, et ces filières partenariales les rendent mutuellement dépendants. D'un côté, on a donc ces filières partenariales qui existent depuis très longtemps entre les acteurs industriels et les fonctionnaires plutôt qui s'intéressent aux politiques industrielles. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Le lien semble assez évident. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur contemporain, on voit que des couples se forment entre des entreprises pharmaceutiques et des fonctionnaires du ministère de la Santé, ce qui est plus étonnant. Enfin, moins étonnant parce que je vous ai montré d'ailleurs. Donc, on voit qu'à cette époque-là, en 2009 à peu près, quand le ministère de la Santé prend en charge le marché public, les fonctionnaires vont aller mobiliser, chercher de nouveaux acteurs industriels qui peuvent produire beaucoup de médicaments pas chers, pour être pragmatique. Et ces filières-là vont se consolider et dépasser de beaucoup le cadre de la transaction économique ad hoc, en fait. Ces relations, elles ne vont pas durer le temps d'un appel d'offres. C'est bien plus qu'une simple commande de médicaments. On observe en fait, qu'il y a des relations interpersonnelles qui vont se créer entre ces fonctionnaires du ministère de la Santé et ces entreprises, notamment des génériqueurs. Et en fait, ces relations interpersonnelles vont se poursuivre sur le long terme. L'idée pour les industriels, c'est vraiment de se maintenir sur le marché coûte que coûte. Ça s'appelle un contrat relationnel. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et je me rends compte que les industriels vont faire des sacrifices très importants pour rester sur les marchés publics. Sous promesse d'être maintenus dans le secteur, certains produisent à perte apparemment. Et généralement, c'est en même calendrier, de calendrier, ils ne savent même pas quand ils vont être payés. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on est aux antipodes d'une rationalité économique comme on la conçoit en microéconomie, par exemple. Donc, en fait, cette volonté de se maintenir dans le secteur, ça va conférer aux fonctionnaires du ministère de la Santé un pouvoir très important. C'est un pouvoir que j'ai appelé en fait l'effet Pygmalion. Ce que ça veut dire, c'est que les régulations déployées vont influencer le comportement des acteurs industriels selon les objectifs du ministère de la Santé. Bon, j'ai un exemple rapide, j'ai appelé ça les ghost policies, hein. C'est un acteur qui avait appelé ça comme ça lors de l'entretien. En gros, on va mettre en place, par exemple, un dispositif d'alignement aux prix internationaux, mais cette régulation-là n'a jamais été vraiment sortie ni publiée, mais tous les acteurs industriels, parties prenantes de ces filières-là, connaissent l'impératif de s'aligner à ces prix internationaux. Bon, parfois, si un industriel désobéit, ça peut aller jusqu'à la sanction. Hein. J'ai l'exemple de l'entreprise Adcock Ingram qui finit par se faire ostraciser des marchés publics. Dernier point que je vais évoquer avant de clore mon intervention, c'est de dire que d'un côté, les fonctionnaires du ministère de la Santé vont exercer un pouvoir assez fort sur les entreprises qui participent au marché public, mais les industriels partenaires vont retirer également du pouvoir de cette situation. Ce sont des acteurs qui vont infiltrer progressivement les sphères décisionnelles, notamment à la faveur de ces relations spécifiques qu'ils ont avec les fonctionnaires du ministère de la Santé. Ces industriels partenaires sont d'autant plus importants qu'ils ne sont pas soumis à certaines contraintes que subissent les acteurs publics, notamment les cloisonnements organisationnels, l'annualité budgétaire, les responsabilités publiques, etc. Et en fait, ces acteurs vont développer une maîtrise des formats d'information et vont être capables d'intervenir dans différents espaces du secteur. Bon, très concrètement,
tant auprès des acteurs, des fonctionnaires qui vont s'occuper des politiques industrielles, que des acteurs du ministère de la Santé notamment. D'ailleurs, excusez-moi. Ouais, je me souviens d'un entretien, un cadre de l'entreprise pharmaceutique me disait les fonctionnaires du ministère de la Santé sont des docteurs en pharmacie et ne connaissent pas le terrain. Nous sommes les pragmatiques et on peut leur faire porter les messages concernant les soucis qu'on a en tant qu'industrie, en fait. Donc, plus que de la simple expertise, ces discours techniques vont même s'inscrire dans des visions du monde politisées, en fait. Moi, je me souviens d'un autre entretien avec un autre cadre de l'entreprise, d'une entreprise pharmaceutique, qui m'avait accueilli non pas dans son bureau, mais dans une salle de réunion, en fait, et qui avait commencé à brainstormer sur l'ensemble du système de santé sud-africain sans même que j'ai rien demandé, en fait. Et j'avais l'impression d'être projetée dans cette époque, la fin des années 80, où les industriels produisaient ce qu'on appelle le scénario planning, c'est-à-dire qui proposaient aux fonctionnaires, enfin aux cadres de l'ANC de nouvelles visions du monde, en fait. Et donc, ce rôle très important d'intermédiaire de ces industriels-là va jusqu'au floutage des frontières entre l'entreprise et le gouvernement. Donc, je me souviens d'un cas d'une entreprise pharmaceutique sud-africaine très connue, Aspen, qui était à la fois donc industrielle, mais également conseillée dans plusieurs instances publiques. Et c'était non seulement des instances qui concernaient les politiques industrielles, mais également des instances qui concernaient la santé. Généralement, il avait des postes de conseiller, il était nommé par des ministres. Donc, on voit quand même la portée politique de ce positionnement, hein, quand même. Voilà. Et donc, je vais peut-être conclure parce que ça fait un moment que je parle déjà. On voit que ce secteur du médicament en Afrique du Sud repose sur la coordination forte de l'État et l'industrie, et ce, même après la fin de l'apartheid, en fait. La plupart des grands changements que connaît le secteur se caractérisent par un alliage des forces entre ces deux parties qui ne cesse, chemin faisant, de confirmer un référentiel capitaliste commun. Et je voulais finir sur les mots d'un industriel sud-africain que je trouvais intéressant. Vous ne pouvez pas isoler les politiques industrielles et de santé. Les ministères de la Santé et de l'Industrie impliquent un partenariat social avec la société civile, les syndicats, les gouvernements et l'industrie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Charlotte. C'est vrai que l'exemple de l'Afrique du Sud est fascinant parce que c'est si particulier, les relations entre l'État et l'économie, notamment sous l'apartheid avec l'embargo qu'il y a eu, et du coup la reconstruction post-apartheid. Et à plusieurs moments dans ta présentation, on a pu faire un peu des parallèles avec la présentation d'Andy, notamment sur tous les rapports de pouvoir qu'il y a dans le travail politique, et aussi plus sur le cas du commerce international, l'arrivée de nouveaux acteurs dans la filière post-apartheid, ou l'exemple que tu as mentionné aussi du dispositif d'alignement des prix internationaux des médicaments. Donc, merci, c'était fascinant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Vous pouvez, Ahmed, là? Ou alors c'était juste... Oui, si. Ouais, je te laisse la parole. Merci pour cette excellente présentation. J'ai juste une question rapide, juste pour savoir si j'ai tout compris. Quel est, du coup, quand vous utilisez le concept de régulation croisée, est-ce que c'est au sens de Cyril Benoît sur les convergences parallèles, hein, avec à l'appui une conception un peu weberienne des rapports qui se sont construits entre les industries et l'État, ou bien au sens un peu de Crozier, c'est-à-dire comme avec des filières à la fois électives électives et bureaucratiques qui s'enchevêtrent, avec là aussi la reprise de ce concept de couple, à savoir celui du maire et du préfet. Mais du coup, j'aimerais juste savoir laquelle de ces régulations croisées est la vôtre, celle de la convergence parallèle ou celle de la convergence organisationnelle finalement. Merci. Merci pour votre question. En effet, il s'agit plutôt de la régulation croisée de Crozier. Dans ce cadre-là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une partie de ma thèse qui porte plutôt sur les mécanismes organisationnels, strictement organisationnels,
de ces interdépendances-là, alors que la problématique est un peu plus large. J'ai travaillé sur une sociologie de l'État un peu plus conséquente. Et en effet, il s'agit de cette activité en deux filières. Crozier décrivait, lui, un système politico-administratif. Là, j'ai joué avec ces cadres d'analyse pour expliciter les relations État-industrie. Merci beaucoup. Je pense que Caroline Duffier avait une question. Oui, je crois que c'est mieux si j'allume mon micro en fait. Ça va mieux là? Oui, d'accord. Merci beaucoup pour cet exemple et ce cas de figure vraiment, je trouve fascinant. En fait, ce que vous décrivez, c'est véritablement, enfin, on voit très bien la conjonction entre différentes sortes de choses qui paraissent assez spécifiques. C'est pour ça que ma question porterait sur, finalement, si on lève une des hypothèses, qu'est-ce qui apparaît comme la dimension qui paraît la plus structurante? En gros, on a déjà, d'une part, la spécificité du bien particulier, parce que vous l'avez dit, la question de l'indépendance en matière de maîtrise du secteur du médicament, elle tient à cette spécificité du bien. Donc, est-ce que la configuration relève de cette spécificité du bien? Est-ce que la configuration spécifique relève de la question de l'isolement du pays, particulière par rapport au commerce international et de la spécificité, comme l'a dit Clémentine, de l'Afrique du Sud durant l'apartheid? Ou alors est-ce que ça relève d'une forte intervention de l'État? Parce que là, vous avez parlé bien sûr d'acteurs privés, mais visiblement, il y a aussi quand même beaucoup d'acteurs étatiques et on pourrait dire d'une sorte de très forte structure de coopération entre l'État et l'industrie. Du coup, pour reprendre et pour filer un peu la métaphore, la réflexion ici est paralyse, on peut se demander, voilà, quelle hypothèse on lève et si effectivement, est-ce que c'est sortir de l'apartheid? Est-ce que c'est par exemple un autre type de bien pour lequel, dans la même période, on aurait une configuration complètement différente? Ou alors est-ce que c'est finalement ce qui est plus structurant, c'est le poids du rôle de l'État dans l'économie? Donc ma question, c'est un petit peu sur, je ne sais pas si c'est très clair, mais sur qu'est-ce qui apparaît le plus structurant dans cette configuration et est-ce qu'on voit vraiment des évolutions radicales qui interviennent à la fin de l'apartheid? Ça, c'est ma première question. À la fois donc, lié au bien, lié à la structure des liens avec l'économie, ou alors lié à l'intégration dans le commerce international. C'est un petit peu ça selon votre avis. Et la deuxième question que j'aurais, c'est une question plus méthodologique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours un peu de mal avec cette question des liens entre l'État et l'économie. À quel moment est-ce qu'on peut dire, effectivement, il y a une forme d'entente alors certains appellent collusion, d'autres de lobbyisme, on peut aussi parler de corruption. En fait, il y a tout un tas de types de structures, de relations qu'on peut appeler différemment. Et à quelles conditions est-ce qu'on peut dire que justement l'industrie a une influence sur le gouvernement? Parce qu'on voit dans tous les pays des formes de coopération, de passage entre les syndicats, des structures ministérielles, etc. À quelles conditions est-ce que le chercheur peut dire, voilà, là, il y a typiquement une influence structurante sur une politique qu'il n'y aurait pas dans d'autres conditions pour telle et telle raison? Quels sont les indicateurs qu'il faut vraiment prendre en considération pour ça? Moi, ça reste une de mes grandes questions. Parce que j'étais très intéressée par votre analyse. Moi, je travaille sur le blé en Russie, dans la période des sanctions économiques. J'ai aussi une histoire de transition. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui me paraissent très intéressantes. Merci. Merci pour vos questions qui sont extrêmement intéressantes, en effet. Pour la première question, il est vrai que j'ai envie de dire un peu les deux. Il est vrai que je suis rentrée par le secteur. Je voulais travailler sur le médicament et la santé. Et en effet, le médicament, c'est un peu un objet analytique rêvé quand on y pense. Si on reprend les anthropologues du médicament, etc., on se rend compte que c'est une sorte de prisme qui va vraiment nous mettre en évidence de nombreux ingrédients. En sociologie de l'action publique, c'est un peu une panacée d'avoir ce genre d'objet à étudier, je trouve, en tout cas que ça facilite presque les choses. Donc évidemment, ces différentes logiques sont mises en évidence par l'objet lui-même. Mais il est vrai, et c'est ce que j'avais essayé de montrer dans ma thèse aussi, c'est que l'interdépendance entre l'État et l'industrie vont dépasser clairement le secteur du médicament. Dans le cadre, le secteur du médicament va informer un peu sur la façon dont se construit en fait cette
je ne sais pas, mais certainement que ça l'éclaire un peu. Il est vrai que, bon, dans la présentation, j'ai essayé d'être un peu plus large, mais notamment durant la période d'apartheid, on se rend compte que le projet politique africain même va dépendre de sa capacité à créer un marché, une économie qui soit en mesure de faire vivre, en fait, tout simplement, dans un contexte de fort isolement. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que les détenteurs de capitaux et de capitaux économiques et les détenteurs de capitaux politiques ne sont pas identifiables complètement. On se rend compte, et je pense aux travaux de Margaret Hanley qui le montrent très bien, que tant pendant l'apartheid qu'après, les détenteurs de capitaux politiques n'ont pas mainmise, n'interviennent pas complètement dans le secteur économique. Ils ne le peuvent pas parce que, en fait, les grands propriétaires de capitaux miniers, etc., sont généralement des Britanniques, ce sont des anglo-saxons, en fait. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis en évidence plutôt des dynamiques d'interdépendance que vraiment d'identification des acteurs politiques et économiques. Je ne sais pas si je suis très claire, en fait, mais voilà. Concernant, je me souviens plus de la seconde question. Ah oui, méthodologiquement, sur à quel moment en fait on se dit qu'il y a vraiment une sorte d'entente entre les acteurs politiques et économiques. Bon, dans mon cas, il y avait clairement beaucoup d'ouvrages qui m'ont aidé. De toute façon, une littérature qui m'a montré le chemin. Mais après, concrètement, durant mon terrain, j'ai très rapidement compris qu'il existait des relations interpersonnelles. Et c'est un peu par ce faisceau que je suis rentrée vraiment dans cette question-là. C'est qu'au-delà des contrats, je me rendais compte que les contrats, par exemple, d'appel d'offres, les contrats de marché public, étaient généralement assez vides, proposaient très peu de cadres de régulation, et toutes ces régulations, elles se faisaient de façon complètement interpersonnelle entre l'acteur industriel et politique, en fait. Voilà, bon, je pourrais être plus précise, mais je vais peut-être m'arrêter là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. J'en profite peut-être pour juste poser une question qui avait été dans le chat un peu plus tôt, qui peut s'adresser aussi bien à Andy que Charlotte. C'est une question de Lovasoa Rambioriosa, désolée si j'ai écorché votre prénom, qui nous écrit de Montréal et qui travaille donc en gestion et qui nous demande l'analyse du travail politique des multinationales, inclut toujours l'observation de leurs contributions politiques, donc que ce soit au financement des campagnes électorales et des partis politiques, aussi bien au nord qu'au sud. Et donc, est-ce que ces éléments sont aussi pris en compte en Sciences Po? Voilà, je ne sais pas si Charlotte ou Andy, vous voulez répondre à cette question. Alors, Andy, je te laisse répondre. Tu as déjà commencé à répondre en répondant à Caroline. Effectivement, dans ces relations entre des représentants de l'État et ceux des entreprises, il peut y avoir effectivement les questions bassement matérielles. Il peut y avoir de l'argent. Soit quelque chose qui est déclaré, comme les contributions aux partis politiques qui sont autorisées et qui sont complètement déclarées, soit des contributions qui ne sont pas déclarées, qui sont vraiment des sous de table en liquide, etc. Donc, évidemment, ça existe, on le sait et on essaie de l'analyser, mais évidemment, nous, on n'est pas des policiers, on n'a pas accès aux renseignements généraux, donc je pense il y a des spécialistes de la corruption comme Pierre Lascoum ou bien d'autres qui ont des méthodes pour travailler dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de montrer, non pas simplement de montrer des proximités, mais aussi de montrer des convergences dans la manière dont on construit les problèmes publics, dont on produit des instruments de régulation et comment on légitime tout ça. Donc, moi, par exemple, quand j'ai eu à travailler sur les médicaments en Europe, comme toi, Charlotte, la question des brevets est clairement essentielle, tout comme les autorisations mises sur le marché, et puis la fixation des prix. Et autour de la fixation des prix, parce que en Europe, en tout cas, c'est des marchés essentiellement administrés.
Et là, il y a une négociation. Ce n'est pas une négociation cachée, mais il y a sans doute des aspects de la négociation qu'on aurait beaucoup de mal à étudier. Donc, je pense qu'il faut se donner les moyens pour vraiment recouper les témoignages des uns et des autres, enquêter aussi auprès des acteurs un peu tiers, comme par exemple en France des mutuelles qui sont dans le jeu, mais qui sont qui sont peut-être plus de côté de l'État que des entreprises, mais qui sont indépendants de l'État. Donc, il faut recouper des témoignages sur ces proximités. Mais effectivement, in fine, ce qui nous intéresse, c'est pas de décrire ces proximités, c'est de montrer leurs effets sur des institutions et les relations de pouvoir, me semble-t-il. Merci. Si je peux juste ajouter une clarification par rapport à ma question. En fait, je pensais surtout au Sud, quand on demandait un peu plus tôt pourquoi ils sont si démunis lors des négociations et tout ça. Souvent, il y a tout ce qui se passe, comme vous avez dit, hors Genève ou hors Bruxelles ou hors Washington, et notamment les influences de ces multinationales-là sur les gouvernements même des pays du Sud via le financement de leur campagne électorale et de leur parti politique. Donc ça, c'est très difficile à observer, mais habituellement, on sait que c'est là aussi que ça se passe et les représentants des gouvernements des pays du Sud se mettent en conflit d'intérêts, ne peuvent plus vraiment représenter les intérêts de leur pays. Mais je comprends bien votre focalisation et c'est complémentaire en effet. Merci. Charlotte, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ça ira. Okay. J'avais une petite question adressée à Charlotte. Vas-y, allez-y, puis on prendra Zoé. Ok. Donc, en fait, j'ai bien écouté ce qu'a dit Charlotte. En fait, je trouve ça très intéressant parce que moi, ça rejoint certaines choses que j'avais vues par ailleurs pour d'autres pays, à savoir ce type de régulation croisée. Alors, moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que cette régulation croisée, c'est pas une caractéristique des pays émergents du Sud? Parce que moi, avec mes observations, je trouve que c'est un peu la même chose dans les autres États émergents, à savoir cette collaboration extrêmement profonde entre les industriels et le pouvoir politique. Et j'ai une petite question par rapport à ça, à savoir est-ce que cette collaboration croisée, qu'on ne retrouve pas dans tous les États du Sud d'ailleurs, à l'exemple de l'Algérie, sur le sujet sur lequel je travaille, est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a un équilibre des forces, en quelque sorte, entre d'un côté les industriels, qui sont arrivés à un état de développement économique assez important, pour se présenter comme une puissance face aux politiques et les pousser un peu à ce type de régulation croisée qui est en réalité à leur avantage. Oui, clairement, cette régulation croisée se fait généralement pour légitimer leur propre modèle industriel, par exemple. Je vois qu'en Afrique du Sud, si l'entreprise Aspen vient arbitrer des questionnements sur la loi de propriété intellectuelle, c'est généralement aussi pour valider son propre business model, qui est un business model extrêmement ouvert vers l'extérieur et les exportations, qui en même temps manufacture aussi un peu en Afrique du Sud pour légitimer une sorte de mandat développemental de cette entreprise-là. Après, si de toute façon ces dynamiques de négociation existent ailleurs, je pense aussi à l'Inde avec son entreprise pharmaceutique, les modalités de ces négociations vont clairement changer, et leur intensité vont changer d'un pays à l'autre. Je sais qu'en Afrique du Sud, ce qui était intéressant de voir, c'est que cet équilibrage des forces dont vous parlez est extrêmement puissant, notamment durant le régime d'apartheid, car on avait des élites politiques qui dépendaient d'élites économiques et qui n'étaient pas les mêmes groupes sociaux, en fait, tout simplement. Donc, clairement, un équilibrage des forces obligatoire, car les élites politiques de ce tissu économique-là, ce qui a un peu changé ensuite à la fin de l'apartheid. Merci.
Zoé Teinturier, tu voulais intervenir? Oui, merci. Bon, c'est un plaisir pour moi de vous entendre, Andy et Charlotte. Je voudrais juste revenir sur un exemple, une anecdote dont tu as parlé, Charlotte, dans ta présentation, sur cette entreprise qui vend à perte et qui serait, du coup, pour se maintenir dans le secteur du marché public, et qui serait une preuve d'irrationalité économique. Et je trouvais que c'était vraiment une anecdote très intéressante parce que c'est vrai que ça nous étonne, et tout ce qui nous étonne et sort un peu de ce qu'on pense, tout ce qui sort un peu de ce qu'on attend en fait de la part d'une entreprise. Je trouve que c'est intéressant de l'interroger, et je trouve que ça, du coup, ça rejoint un peu la question des valeurs qui avait été évoquée aussi tout à l'heure avec Andy Smith. Moi, sur mes terrains, les personnes que j'interroge qui travaillent pour des entreprises comme Sanofi ou Danone, elles se défendent en fait souvent du fait que ce soit des individus qui soient de chair et d'os et qui ne sont pas justement que des personnes qui suivent une rationalité économique pure. Donc, je voulais en fait, vous poser une question à tous les deux, de savoir si ce type de défense, en fait, vous les avez retrouvés sur vos terrains. S'il y a des gens qui défendent en fait le fait de ne pas suivre forcément qu'une rationalité purement économique, qui suivent d'autres valeurs, autre chose que de la production pour la production. Et plus spécifiquement dans le cas que j'évoquais, qui était présent dans ta présentation, Charlotte, est-ce que, en fait, comment est-ce que tu expliques en fait cette situation? Est-ce que tu as des éléments qui pourraient nous permettre d'éclairer un petit peu cet élément étrange et un petit peu absurde? Voilà, merci beaucoup. Merci pour ta question, Zoé. Ça me fait plaisir de t'entendre. Alors, bon, je dois préciser que cette entreprise qui affirmait produire à perte ne le faisait pas par altruisme. En fait, comment dire, quand je parle de contrat relationnel, c'est exactement ça, en fait. Si on peut envisager un marché public de façon très, très claire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte d'achat de l'État par l'État à un moment donné, dans le cas des marchés publics, par exemple, du Sud, on est en contrats relationnels qui sont plus fondés sur l'échange économique ad hoc, ni même des normes réellement juridiques, mais des normes comportementales. C'est-à-dire que les industriels veulent se maintenir le plus longtemps possible sur ces marchés, parce qu'en gros, le marché des antirétroviraux en Afrique du Sud, c'est le marché public. Bon, je caricature à dessein. Donc, pour se maintenir sur ce marché public, il faut absolument obéir un peu aux normes comportementales qui vont être diffusées par les fonctionnaires qui s'occupent de ces appels d'offres, en fait. Et comment leur faire plaisir, c'est obéir à leurs règles qui sont parfois extrêmement floues. Et je me souviens de cette espèce de workshop qui avait eu lieu au ministère de la Santé. C'était un workshop d'information, en fait, à l'adresse des entrepreneurs, enfin des industries pharmaceutiques qui y participaient. Et donc, les fonctionnaires expliquaient très bien qu'il n'y avait aucune certitude ni sur les calendriers, ni sur les stocks qu'il fallait préparer. Bref, les entreprises n'étaient pas du tout armées pour répondre correctement aux appels d'offres. Et c'est en fait que cet acteur d'un entretien m'avait dit qu'il produisait parfois à perte. C'est qu'on ne savait pas quand on était payé. Parfois, on est payé tellement tard que c'est plus ajusté les prix sont plus ajustés à l'inflation. Et c'est en cela, en fait, qu'ils produisaient à perte. Il n'y a pas trop de valeur dans cette conception-là. Enfin, pas de valeur éthique, en tout cas. Je répondrai un peu autrement et je crois que premièrement, moi je suis très mal à l'aise avec le terme de rationalité, comme si il y a une rationalité économique, les lois économiques. Non, chaque acteur a sa propre rationalité et ça peut être rationnel de vendre à perte un certain temps pour pouvoir rentrer dans un marché pour ensuite éventuellement faire augmenter le prix et survivre. Donc, je pense qu'en tant que chercheur, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rationalité de tout un chacun, pas de considérer qu'il y a certaines choses qui sont rationnelles et certaines qui ne sont pas, ou certains obéissent à une rationalité économique, certains à une rationalité économique. Donc, je pense que vraiment, il y a des précautions méthodologiques à prendre là-dessus. Et c'est la même chose pour les valeurs. Je pense qu'il faut faire très, très attention. Des valeurs, c'est pas le préserve des gens de gauche.
les gens de droite ont des valeurs aussi. C'est ça qui les structure et les anime. C'est peut-être des valeurs que certains d'entre nous n'aiment pas, mais il y en a qui croient fermement à la liberté d'entreprendre. Donc, moi, je ne les défends pas. Ça ne m'intéresse pas de défendre qui que ce soit, mais il faut, si on va faire une analyse de valeurs, il faut analyser tous les systèmes de valeurs de tous les acteurs. Donc, effectivement, même quand on travaille sur une entreprise comme Sanofi, il ne faut pas croire que tout le monde pense pareil au sein de Sanofi. Regardez bien les travaux de Cornelia Wohl sur la difficulté qu'ont les grandes firmes à construire leurs intérêts. Ça nous surprend, nous, qui les regardent de loin. Mais une grande entreprise, c'est une organisation. C'est vraiment difficile d'établir une ligne et de faire en sorte que tout le monde dans l'organisation suit cette ligne. Donc, pour moi, c'est aussi du travail politique infra-entreprise que nous, ça fait partie des choses que, si on peut, il faut essayer d'analyser, me semble-t-il. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Ahmad avait une seconde question, puis après, je vais redonner la parole à Jean-Philippe Perrault. Ahmad, c'est toujours là. Sinon, Jean-Philippe, et puis on passera après. Moi, j'avais aucune question à poser. Hein. Donc, je me donne la parole. Vous m'entendez là? Moi, j'avais une... alors, je vous remercie tous les deux, Andy et Charlotte, pour les deux présentations qui ont été tout à fait éclairante et soulève plein d'idées en fait. Je ne sais pas si on est nombreux économistes, je crois qu'on est en sous-nombre les économistes par rapport aux politistes, et donc je le regarde du côté de l'économiste qui s'intéresse un peu à ces choses-là maintenant dans mes travaux. Et donc c'est une question, une remarque aussi en fait qui est à la fois conceptuelle et méthodologique. Conceptuelle pour proposer aussi, en tout cas, vous inviter à voir ce que vous pensez du pas. Alice proposait de rajouter une dimension conceptuelle avec la théorie du changement. C'est moins ambitieux, moi, le concept que je vais rajouter, mais je trouve que l'articulation champ-industrie fonctionne comme très très bien avec les concepts de réseau. Et on les a vus utilisés d'ailleurs à plusieurs reprises sous la forme de relations interpersonnelles ou de relations interorganisationnelles, sans forcément qu'elles soient conceptualisées, ni forcément complètement investies sur le plan méthodologique, de ce que ça pourrait représenter sur le plan méthodologique que de rentrer dans cette dimension-là. Or, j'ai l'impression que ça répondait à plusieurs des questions. À la fois, on sait qu'avec l'analyse de réseau, on interroge la notion de champ en redéfinissant la question de la position dans le champ, mais par la position dans le réseau. C'est une nouvelle façon d'éclairer la question de la position dans le champ. Et à la fois, je trouve, pour faire le parallèle avec les travaux récents, mais vous connaissez sûrement, puisqu'il est aussi aux interfaces avec l'école de la régulation d'Emmanuel Lazega, qui travaille sur le multiniveau et la façon dont on peut penser justement l'articulation entre réseau à un niveau où on va pouvoir identifier entre acteurs individuels, par exemple, les petits poissons, les grands poissons, et dans quel type de mare ces petits poissons et ces grands poissons évoluent. Et on redéfinit, on refait un autre réseau à l'échelle supérieure, qui est celui de l'organisation ou tout autre niveau, pour identifier des stratégies parfois particulières qui font que ce qui marche pour devenir un grand poisson dépend du type de mare dans lequel on évolue, quoi. Et donc, du coup, voilà, là, je trouve qu'il y a des entrées. J'ai vu coalition aussi. Alors, coalition, ça résonne complètement avec ce qu'on fait avec Alain, qui ici est clair, puisqu'on travaille là-dessus sur la fabrique de la politique de protection sociale à Madagascar, en utilisant du coup l'outil plutôt pour ce côté-là, plutôt l'outil méthodo, l'analyse des réseaux. Donc voilà, la question à la fois, est-ce que conceptuellement, on peut aller chercher des choses du côté de l'encastrement structural, etc., pour de l'analyse néostructurale telle que le propose Lazega, pour compléter l'articulation champ-industrie, et méthodologiquement, est-ce que le fait que l'analyse de réseau, en tout cas telle que je la pratique, qui est très quantifiée, est aussi quelque chose qui
vous considérez que c'est en fait une limite à l'outil, en fait, parce que du coup, dès qu'on quantifie, forcément, effectivement, on restreint le périmètre des acteurs, on restreint le périmètre des relations qu'on étudie. Est-ce que ça, c'est un choix aussi, tout simplement, assumé, de dire on ne bascule pas de ce côté-là? Moi, je veux bien commencer à répondre. Moi, effectivement, le concept de réseau et puis les techniques d'enquête qui lui sont associées me semblent extrêmement robustes. Alors, comme tu sais mieux que nous, bien sûr, ça marche mieux quand des informations sont fiables sur des liens entre des acteurs. Et effectivement, je pense que euh, oui, notamment peut-être lorsqu'on est sur des populations relativement circonscrites, on peut aller assez loin dans l'analyse de réseau et notamment sur ces questions de multipositionnalité des acteurs qui sont dans des réseaux qui sont peut-être avant tout formés dans un espace, on va dire, national et ensuite qui sont connectés à des réseaux qui sont peut-être plus structurés à l'échelle européenne, par exemple. Donc, multipositionnalité est effectivement quelque chose sur lequel des politistes travaillent et pour y travailler dans cette veine en économie politique. Actuellement, je pense que ça se fait pas tant que ça, mais ça devrait être fait en effet. Et pour terminer, coalition, tu l'as dit, c'est une forme de réseau. Donc, il peut y avoir des coalitions. Je pense que, et puis j'ai vu qu'Antoine Roger est là, il dirait ça mieux que moi. Il peut y avoir des coalitions, mais je pense que ce que l'analyse en termes de champs tend à dire, que les coalitions entre acteurs de différents champs ont relativement peu de chances à durer très longtemps parce que leur espace de travail primaire, si je peux dire, c'est plutôt la profession. Donc, où le champ économique, le champ bureaucratique, le champ scientifique, c'est là où ils essaient de monter, d'améliorer l'opposition. Mais enfin, il faut qu'on en discute, mais je pense que ce sont des choses plus que conciliables. Et d'ailleurs, ça serait assez passionnant d'y essayer. Je sais pas, Charlotte, est-ce que tu voulais intervenir aussi? Sur la notion de réseau, oui, bon, enfin, j'aurais pas grand-chose à dire, à part que en fait, je suis rentrée sur mon terrain par des réseaux notamment interpersonnels. Donc, évidemment, ce sont des gens qui se connaissent et qui vont parfois changer de secteur complètement quand ils travaillent. Hein. Ils peuvent passer... enfin, de secteur professionnel, je veux dire. Ils peuvent passer de l'industrie, enfin, d'une entreprise à un ministère sans aucun problème, en fait. Donc, en ça, oui, la notion de réseau, j'y ai été confrontée empiriquement très rapidement. Et après, c'est vrai qu'en utilisant la notion de coalition de cause, hein, donc, qui est assez commune, hein, qu'on connaît bien, bah, c'est aussi une forme de réseau. Donc, voilà, ma contribution modeste à la réponse. Merci. On va clore cette discussion avec peut-être une dernière question de Alain. Oui, merci. Moi, j'avais quand même une petite question à poser à Charlotte avant la remarque. La question, c'était, tu nous as annoncé au démarrage le fait de ne pas retenir la théorie de la régulation parce qu'il y avait une approche monolithique ou par bloc de l'État. En quoi, alors évidemment, je n'ai pas lu ta thèse et c'était qu'une présentation, mais est-ce que tu peux nous faire comprendre en quoi ton approche de l'État échappe à cette critique? C'est une question vraiment, vraiment intéressée. Hein. Et puis la remarque générale, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec les remarques de Jean-Philippe, ça ne vous étonnera pas, mais aussi la proposition d'Andy qui consiste à essayer de travailler davantage cette relation avec la théorie des champs. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher la proposition ambitieuse de Alice. Je ne sais pas d'être œcuménique, hein, mais il ne faut pas lâcher la théorie du changement. Et je pense qu'on a peut-être quelque chose à travailler dans la transformation
des relations entre acteurs non figés, hein, qui dépendent des questions qu'on se pose, pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, à la fois dans le capitalisme, parce qu'on ne l'a pas beaucoup défini, mais surtout dans son expression variée en fonction des terrains et des histoires. Ça nous permet peut-être d'échapper à ce qui nous emprisonne parfois, qui est la définition a priori et figée. Je sais qu'on n'est pas là-dedans, hein, mais des acteurs, que ce soit État, entreprise. On a bien vu que l'entreprise peut être aussi politique que l'État, Andy nous l'a rappelé. Enfin, bon, vous voyez l'idée. Merci en tout cas. Merci beaucoup à tous pour vos contributions et ces discussions très inspirantes. Je ne sais pas si Jean-Philippe, vous vouliez conclure. Peut-être que Charlotte, tu veux répondre à Alain, à la question d'Alain sur le. Oui. Super rapidement. Rapidement, ça va pas être simple. Donc, bon, oui, la théorie de la régulation, je m'en suis approchée, j'ai appris beaucoup de choses sur les rapports sociaux qui constituent le capitalisme, etc. Mais concrètement, je ne trouvais pas les outils qui me permettaient d'approcher ce gros bloc qui était l'État. Et l'approche de sociologie de l'action publique, elle me permet en fait de comprendre la formation d'une politique publique comme une sorte d'entreprise collective entre de nombreux acteurs. Alors, des acteurs qui vont être extérieurs, évidemment, à la sphère étatique, mais aussi à l'intérieur de la sphère étatique. Enfin, qui sont ces acteurs en fait? Enfin, il n'y a pas une seule politique industrielle. Au ministère de l'Industrie, je me suis rendu compte que beaucoup de fonctionnaires partageaient plutôt des visions qu'on retrouvait au ministère de la Santé. Et en fait, on se rend compte que j'avais besoin d'outils analytiques beaucoup plus précis pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur, par exemple, d'un ministère. En fait. C'est pour ça que j'ai fait le choix de m'orienter vers la sociologie d'action publique pour nourrir en fait cette approche, oui, clairement sociologique, proche des acteurs individuels. Voilà, très rapidement. Peut-être, oui, pour conclure, d'abord remercier Andy et Charlotte de leur présentation, remercier d'avoir accepté d'être les premiers présentatrices sur ce nouveau séminaire. Alors, je rappelle, c'est un nouveau séminaire qui se lance aujourd'hui, mais qui a l'ambition d'une relative régularité. Alors, la situation est incertaine, donc c'est très difficile pour nous de vous dire de suite qui, quand, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura un minimum de 6 séances par an et que donc on se retrouve en janvier ou début février de manière tout à fait certaine, et le programme sera annoncé dès qu'il sera fixé. Voilà.